messieurs, bonjour. Je suis particulièrement honorée d'avoir été choisie pour intervenir dans cette conférence. La conférence organisée par l'Association des anciens de l'ENA, l'AENA, et l'Association nationale des juges administratifs, l'ANSA. Le thème qu'ils ont choisi, c'est le juge administratif malgache face aux défis actuels. Ma deuxième intervention, ce sera un regard personnel de l'avocat peut-être, mais d'un ancien publiciste devenu caméléon dans le droit privé et revenu aujourd'hui pour vous exposer son point de vue sur le thème qui a été proposé. Un regard donc sur le contrôle de légalité du juge administratif et l'efficience de ce contrôle. Les termes de référence de la note adressée aux intervenantes soulignent d'emblée la fonction principale du juge administratif, qui est celle de contrôler la régularité des actes pris par l'administration en toutes circonstances. Le Conseil d'État français déclarait à sa rentrée du 7 septembre 2022 que pour assumer sa mission constitutionnelle, pour être aussi constructif dans l'action publique que le droit le permet, tout en étant intransigeant lorsque l'état de droit le commande, le juge administratif malgache engage des échanges et réflexions pour aborder avec vous, dans ces débats, les questionnements qui voudraient faire débattre. La première question, c'est: le juge administratif malgache arrive-t-il à suivre le rythme effréné que commandent les mutations rapides des sociétés modernes en exerçant son office habituel? La deuxième question que se pose le juge administratif malgache, c'est: que faire pour qu'il puisse agir efficacement? Et la troisième et dernière question: que doit-il faire pour asseoir une justice administrative indépendante et efficiente à Madagascar? Commençons par voir cet office habituel du juge administratif, qui est le contrôle de la régularité des actes administratifs. Ensuite, de donner les éléments de réflexion sur ce qu'il peut faire pour une justice indépendante et efficiente. Vous auriez tout de suite compris que je n'ai rien à vous apprendre, que les quelques réflexions qui vont suivre sera juste un fil conducteur des débats qui vont suivre. Notre système juridique a institué deux juridictions administratives que sont le tribunal administratif et le Conseil d'État. Les articles 9 et 10 de la loi 2001-25 du 9 avril 2003 relative au tribunal administratif et au tribunal financier fixent les attributions du tribunal administratif cantonnées aux décisions des communes et des collectivités décentralisées. L'article 129 de la loi 2004-036 du 1er octobre 2004 sur l'organisation de la Cour suprême fixe, lui, les attributions du Conseil d'État. En fait, si je vous renvoie à ces articles, c'est pour que vous voyiez tout simplement que le rôle et les attributions du juge administratif, c'est le contrôle de légalité du juge administratif des actes administratifs. Le contrôle de légalité est donc l'office habituel du juge administratif.
Le statut du juge administratif est consacré par les articles 121 et 127 de la Constitution, lorsque celle-ci parle du Conseil d'État. Le fondement de l'existence du Conseil d'État et de son contrôle de légalité est donc constitutionnel. Son existence nous apprend que les actes administratifs, manifestation des prérogatives exorbitantes de droit commun et essentielles à l'administration pour exercer ses multiples activités, sont soumis à un contrôle juridictionnel de légalité et qu'elle signifie normalement que l'exécutif ne peut pas faire ce qu'il veut puisque les actes qu'il prend sont soumis à un contrôle juridictionnel de légalité, peuvent être sanctionnés, encourir l'annulation suite à un recours qu'on appelle excès de pouvoir. La légalité est la qualité de ce qui est conforme à la loi. La loi étant ici entendue dans son sens le plus large, qui est la conformité au droit. La légalité et la régularité de l'acte juridique pris. Appliqué à l'administration, le principe de légalité exprime la règle selon laquelle l'administration doit agir conformément au droit. Et c'est le sens de ce dont nous parlons souvent ou toujours, de l'état de droit. Qu'est-ce qu'un état de droit? C'est un état qui est soumis à la loi et dont les gouvernements acceptent d'appliquer cette loi. Cette soumission à des règles de droit l'étend pour les lois que l'administration a elle-même élaborées, mais également pour celles qui lui sont extérieures. Citons pour mémoire la soumission à la Constitution, la soumission aux traités ratifiés, la soumission aux lois d'un droit administratif autonome d'un droit privé, les principes généraux du droit dont Mme Dorvélo a déjà parlé et sur lesquels je ne vais plus m'étaler. L'exécution des lois est plus que l'exécution de chaque loi. Elle s'entend comme le maintien de l'ordre public et le fonctionnement des services publics. La légalité administrative n'est pas seulement la soumission de l'exécutif au législatif, mais elle exprime surtout la soumission de l'administration au droit et la soumission de l'administration au juge dans l'intérêt public. Cet intérêt public est un élément majeur de la légalité administrative. L'intérêt public est parfois désigné par les termes d'intérêt général, d'utilité publique, mais la notion couvre l'ordre public qui sauvegarde la tranquillité de tous, la sécurité de tous, la santé, la sécurité des travailleurs, la protection de la famille, bref, de notre vie quotidienne. La recherche d'un but d'intérêt public est la condition de la légalité de l'acte administratif. La légalité est également la compétence de l'auteur de l'acte. Dans la majorité des cas, une autorité administrative reçoit tel pouvoir à une fin bien déterminée. Cette autorité désignée ne peut être remplacée et il a un pouvoir bien défini. C'est ce qu'on appelle la compétence liée. La loi ou le règlement fixe de façon impérative les attributions de chaque agent. Le pouvoir dit discrétionnaire de l'administration est subordonné à ces critères de compétences liées. Le juge administratif sait et prend la mesure qu'il n'y a réellement ni une situation de pur pouvoir discrétionnaire, ni une situation de pure compétence liée, dans la mesure où l'administration est dans l'obligation de prendre un acte, elle peut avoir le choix du moment.
Les inflexions à ce principe de l'égalité sont la théorie des circonstances exceptionnelles, et on avait parlé tout à l'heure, et on parle même de distribuer le cas de circonstances bien exceptionnelles lors de la Covid-19. Dans ces circonstances, il est supposé une situation anormale, une situation exorbitante, qu'il en découle l'impossibilité pour l'administration d'agir légalement. Et rappelons ici, pour ceux qui sont dans le droit administratif, l'arrêt RIS du 28 juin 1918, dans lequel un décret a suspendu une loi. Et le recours contre cette distorsion n'a pas été annulé parce que le juge administratif avait estimé qu'il s'agissait d'une circonstance exceptionnelle. Comme je suis à la moitié de mon parcours, j'espère que je n'ai pas encore dépensé mes 10 minutes. Je vais essayer d'être plus brève et de ne pas trop vous ennuyer non plus. L'efficience de ce contrôle, l'efficience, ce mot, je ne l'ai pas connu toujours. De mon temps, donc en 1978, quand j'ai prêté serment d'avocat, il y a 44 ans, on parlait d'efficacité. Maintenant, le mot est devenu désuet et on parle plutôt d'efficience. Mais pour ceux qui ne comprennent pas l'efficience, n'oubliez pas que ce n'est pas loin de l'efficacité. Le contrôle est exercé par un juge dont les qualités exigées sont de nature de sa mission. Le juge est d'abord compétent. C'est le premier critère qu'on demande à un professionnel, la compétence. Ensuite, le juge est neutre. Il ne participe pas au conflit qu'il va juger et il s'abstient de prendre parti dans une lutte où il ne défend personne. Le juge administratif ne défend ni l'État, ni la personne qui est demandeur devant lui. S'il n'est certes pas indifférent au sort des parties qu'il juge, puisqu'il va en rétablir l'harmonie, il demeure neutre pour être juste et impartial. Il n'applique que le droit et il fait du droit. Sa neutralité repose sur 2 principes de droit, celui de l'indépendance et celui de l'impartialité. Il est impartial et cette impartialité l'amène à se prononcer publiquement, l'amène à ne pas se prononcer publiquement sur des questions de société à propos desquelles il peut être amené à rendre un jugement. C'est le sens de son obligation de réserve. L'impartialité fonde sa légitimité, ainsi son efficacité. L'impartialité du juge et son indépendance sont 2 notions fondamentales, étroitement dépendantes, mais qui assurent la confiance des justiciables. L'indépendance est le fondement de l'impartialité. Elle est requise à 3 niveaux. Une indépendance par rapport aux gouvernants, une indépendance par rapport aux administrés et une indépendance du juge par rapport à lui-même. Le juge n'est pas aux ordres du pouvoir en place. Il ne doit rien craindre, ni rien espérer du politique. Il est certes fonctionnaire de l'État, mais il doit toujours avoir en tête qu'il a un statut particulier qui le protège et il doit statuer en toute âme et conscience. Il a une indépendance à l'égard des partis. Le juge ne prend pas cause et parti pour ceux qui ont le pouvoir économique ou qui ont l'argent ou qui ont l'opinion publique, relayée par des médias de plus en plus envahissants.
parce qu'avide de sensationnel plus que de respect du droit. Une indépendance du juge par rapport à lui-même, pourquoi? Elle est traduite par 4 principes. Qui saisit ne peut juger, qui instruit ne peut juger, qui a jugé ne peut rejuger, et qui a donné un avis ne peut juger. Cette indépendance du juge est assurée par la Constitution et son impartialité par son choix. Mais il reste clair, pour vous comme pour moi, que quelle que soit la règle, le juge, c'est l'homme, ce qu'il est, ce qu'il veut faire de son travail de mission et partant de la justice qu'il rend. Le juge administratif, qui est également conseil de gouvernants, doit faire attention pour ne pas être la chambre d'enregistrement du pouvoir exécutif, ni être un privilège de juridiction, parce que ce risque est réel. Et je me souviens de la réserve émise dans les commentaires d'une universitaire sous l'arrêt Madagascar-Autruche SARL du 6 avril 2008, quand cette universitaire commente qu'il y a dans cet arrêt un déni de justice, de pusillanimité, et qui porte la réflexion sur le rôle du juge administratif qui n'a pas tenu dans la mesure où il a rejeté la demande sans avoir expressément statué sur chacun des moyens du demandeur. Et lorsque le Conseil d'État a motivé sa décision par des formules générales comme argument incontournable de l'État malgache, l'intérêt supérieur de la nation, alors que ce sont des termes qui ne sont pas des motifs, qui sont juste là pour habiller la décision. Le juge administratif malgache est-il suffisamment neutre? C'est ce que vous voulez savoir. Indépendant et impartial pour assumer sa mission. L'avocate que je suis n'a pas toujours cette assurance et constate parfois avec regret que le juge administratif n'a pas acquis l'indépendance nécessaire pour rester dans l'impartialité. Sinon, comment expliquer que le juge administratif attend indéfiniment 2, 3 ans la réplique de l'État à une demande régulièrement déposée? Et par contre, il peut enjoindre au demandeur de répondre dans les 15 jours, sinon le demandeur est mis en demeure de déposer ou il va statuer. Il est regrettable que les parties dans un procès administratif, que sont l'État et le citoyen, parce qu'il ne faut pas oublier que l'État est une partie dans le procès. Il ne faut donc pas oublier que ces parties ne reçoivent pas, mais doivent recevoir le même traitement. Et si cette façon de juger serait le début de la partialité et non de l'impartialité, je vous pose la question. Toutefois, il nous semble que la notion de procès équitable, par l'accès facilité au juge, par l'égalité de traitement des parties à un procès, par la contradiction du procès, par son caractère public, peut aider le juge administratif dans le sens de l'efficience qu'il cherche, comme le peuvent également les formations continues des juges pour entretenir leurs compétences nécessaires mais pas toujours suffisantes et l'ouverture sur le monde extérieur. Il y a également des outils légaux qui ne sont pas toujours utilisés parce qu'on a l'impression devant le juge administratif qu'on doit se contenter de ce qu'on appelle l'instruction, qui sont visés par les articles 140 et 142
de la loi organique de la Cour suprême. Le juge administratif malgache s'est longtemps inspiré de la jurisprudence du Conseil d'État, et je m'en rends compte encore aujourd'hui en écoutant Mme Rakoutoarvelu. Et sinon, continuer à apprendre pour devenir nous-mêmes indépendants. En effet, si on donne l'exemple de l'arrêt Barrel du 28 mai 1954 du Conseil d'État français, il a défini avec netteté les limites du pouvoir discrétionnaire et précise les règles relatives à la charge de la preuve et les pouvoirs d'instruction du juge administratif qui dirige l'instruction. Cet arrêt ne met pas à la charge du demandeur la charge de la preuve, comme on le fait en droit civil. Il a exigé de l'administration de fournir les motifs de sa décision, non seulement les motifs, mais l'ensemble des documents au vu desquels la décision a été prise. Le juge administratif a donc ce pouvoir d'instruire autrement que parce que les parties veulent bien le dire. Le Conseil d'État français est allé plus loin toujours dans le sens des enquêtes et de la charge de la preuve. L'arrêt Vicat Blanc du 6 mai 1959 va effectivement plus loin et a jugé que s'il est difficile au candidat à un concours administratif d'apporter les commencements de preuve suffisamment sérieux et précis, le juge a enjoint l'administration de communiquer tous les documents nécessaires à sa prise de décision. Ça y est, je dois m'arrêter. J'ai 2 minutes. Merci beaucoup. Je peux donc conclure que l'instruction d'un dossier administratif n'est pas suffisant. Il faut que le juge administratif malgache aille plus loin et utilise tous les moyens juridiques qui lui sont donnés par la loi. Y a-t-il lieu de conclure sur l'efficience du contrôle exercé par le juge administratif? Je confirme ce que j'ai dit plus haut. C'est l'homme qui fait le juge, qu'il soit administratif ou pas. Le juge administratif veut-il rester l'outil juridictionnel d'une administration pressée et oppressée par le temps d'un mandat d'une personne élue et de son entourage gouvernemental qui veut se faire réélire, rester à son poste pour passer leurs actes, quel qu'en soit le prix? Ou le juge administratif fait-il le choix nécessaire de jouer pleinement son rôle pour lequel il a prêté serment? C'est un choix d'homme, ce n'est pas uniquement un choix de théorie, ni un choix de livre. C'est l'homme qui juge. C'est l'homme, c'est le juge administratif qui rend pleinement justice. Des interventions, il y en aura toujours. Des ordres de la hiérarchie, ils sont réels, malgré tous les discours. Mais le juge, ne l'oublions pas, est fonctionnaire et le caractère et sa carrière dépend de la fonction publique. Les innombrables conférences tenues et qui se tiendront encore et toujours rallument cependant en chacun de nous la conviction qu'il y a toujours dans ce pays, dans un pays, même dans le nôtre, une relève. Les 2 associations qui organisent ces débats et qui ont mes remerciements, nous pouvons avancer et faire bouger les choses, non par une révolution brutale, coercitive, de changer au plus vite au risque de tout détruire, mais par l'apprentissage partagé dans ces conférences et l'éducation de ceux qui en ont soif et besoin, par des décisions claires rendues par des juges soucieux de leurs compétences et de leur mission. Je vous remercie.